La COP29 s'est ouverte lundi à Bakou en Azerbaïdjan. Elle va avoir lieu jusqu'au 22 novembre. La COP, c'est la plus grande conférence mondiale sur les bouleversements climatiques. C'est le seul forum de prise de décision sur cette thématique qui rassemble presque tous les pays de la planète. Et notre invité cette semaine n'est pas à la COP, mais on va pouvoir en parler avec lui. Dan Gezelhart, cofondateur de Climax, newsletter, fanzine trimestriel qui parle d'écologie et de révolution climatique. Bonjour Dan. Bonjour Sarah Lou. Avant de parler de la COP, on peut parler un peu de Climax, le Oui, média, je cite, plus chaud que le climat. exactement. Alors de base, Climax était une newsletter créée Ouais. en 2021, puis ensuite il y a eu sa version papier un an plus tard. Pourquoi faire ça? Il n'y avait pas déjà assez de médias dédiés au climat? Alors, tu as raison, il y a plein d'autres médias sur le climat, mais alors il faut rappeler que donc Climax, on le fonde à deux, c'est un projet qu'on fonde à deux avec mon associé Lorraine Boudard. On avait déjà fondé un autre média avant qui s'appelle Tech Trash, qui questionne notre rapport à la technologie. Et juste avant, donc en 2020, on se dit, tiens, l'écologie, c'est un sujet qui est le gros sujet du siècle, en fait, qui arrive. Et pourtant, il est adressé dans la plupart des médias. Alors, il y a plein de médias qui en parlent, et il y a plein de médias spécialisés, mais souvent, on en parle soit de façon anxiogène, soit de façon très compliquée, très scientifique. Et donc, on se dit, en fait, malheureusement, ces médias mobilisent pas. En tout cas, nous, ils nous mobilisaient pas. Et on se disait, à chaque fois, on se disait, en fait, j'ai envie de déprimer quand je lis beaucoup d'articles, quand je regarde des vidéos. C'était pas très plaisant. Et on se dit, il faut qu'on arrive à raconter le climat. Vu que c'est le sujet du siècle, il faut qu'on le raconte de façon enthousiasmante. Et c'est pour ça, donc, on s'est d'abord lancé en newsletter parce que c'est un format qu'on maîtrisait déjà bien et qui était aussi facile à faire pour nous. Et après, on s'est dit, on va pousser le délire plus loin parce qu'on a envie de s'éclater, parce que justement, on a envie de s'exprimer, d'aller encore plus loin dans des délires pop, dans des délires artistiques. Et donc, c'est une revue, comme tu disais, un fanzine. Alors, c'est vrai que nous, on dit fanzine à la base, mais les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est un fanzine. Donc maintenant, j'ai tendance aussi C'est des quoi fois un à dire fanzine? revue. Un fanzine, c'est un magazine de fans. Et C'est donc, c'est vrai, un magazine fanzine, c'est punk. un magazine de fans. Ouais, à la base, c'est ça. Les premiers fanzines, c'est dans les années 70, c'est justement les fans de groupes de punk qui faisaient leurs propres médias, tu vois, imprimés à 4 parce que sur des groupes qui n'étaient pas dans les médias généralistes. Et donc, nous, on s'est dit, ça, c'est hyper cool parce qu'il y a cette énergie. Il y a aussi ce truc un peu de casser les codes du magazine, parce qu'il y a quand même plein de magazines qui ont des codes très chiants. Et on s'est dit, nous, on va faire un peu n'importe quoi, on va s'éclater et on va faire un fanzine. Alors, Donc vous êtes des concrètement, punks qui parlaient d'écologie. voilà, c'est D'accord. exactement ça l'angle. Et Climax, du coup, c'est pas mal de blagues. J'en ai sélectionné quelques-unes. Un reportage sous la playa, la moula. Est-ce qu'on peut acheter la nature? L'élevage industriel en France n'existe pas, nous dit Marc Fesneau. La mauvaise foi à échelle industrielle, si, pourrions-nous lui répondre? Pourquoi non? On sait pourquoi autant de blagues. Mais toi, c'est quoi ton top 3 jeux de mots de Climax? Alors, jeu de mots, je saurais pas Jeux de te mots ou dire. blagues? Ou blagues, moi je pense qu'il y a plutôt des blagues plus larges. Alors, jeu de mots, c'est vrai qu'on en fait plein. On essaye. Alors, pas que des jeux de mots, parce que les jeux de mots, il y a aussi un truc avec les contrepétries. Des fois, ça devient un peu ringard. Il faut faire gaffe. Et justement, nous, on essaye de pas être ringard. Donc, on essaie plutôt d'être dans la blague un peu franche. Typiquement, on se moque en fait, parce que justement, le problème avec le climat, c'est qu'il y a beaucoup d'absurdités qui sont faites dans l'action et dans l'inaction politique notamment, et des grandes entreprises. Donc, et nous, on se dit, en fait, il faut arriver à s'en moquer parce que ça a un côté cathartique. Et donc, typiquement, on va se moquer d'Emmanuel Macron, qui nous a dit et répété, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. A priori, il sera pas. Et ça, tu vois, on s'en est moqué dans un article où on a mis Macron sur un cheval en mode champion de la Terre. Et on en avait même fait une énorme impression, je sais pas si tu te rappelles, à notre première soirée de lancement. Et tu étais là. J'étais là. Et tu vois, ça, c'est typiquement le genre de blague qu'on fait. On a, par exemple, Patrick Pouyanné, le patron de Total, on a fêté son anniversaire avec des jeux où tu pouvais construire ton propre pipeline, où tu pouvais aussi aider Total à défiscaliser. Donc voilà, on est plutôt dans ce genre de blague et on est aussi un peu dans la parodie, dans le pastiche, mais toujours avec notre ton un peu sérieux. Par exemple, on va aller chercher du côté des fois du hip-hop, des codes qui nous plaisent. Et ça, cette couverture-là, les riches vont maigrir. C'est pas complètement une blague, mais il y a quand même un côté humoristique où on se moque un peu, en fait, de tous ces riches et de tous ces gens qui sont sur TikTok en mode mon jet, machin, je me suis acheté tel nombre de Rolex, machin. Et en fait, on se dit c'est tellement grotesque en fait qu'il faut s'en moquer, mais on le fait de façon sérieuse avec une couverture inspirée des plus belles pochettes de rap. J'embrasse par exemple Fifou qui fait des super pochettes et que je connais un peu. Donc voilà, on a aussi une approche très sérieuse dans notre façon justement d'être punk et d'être à contre-courant.
Et donc toutes ces blagues, c'est pour répondre quand même à quelque chose qui s'appelle l'éco-anxiété. On en parle de plus en plus, hein. C'est cette angoisse face au bouleversement climatique et à ce que ça peut impliquer pour le futur de notre planète et donc pour notre futur à nous. Ouais. T'es éco-anxieux, toi, Dan? Moi, j'aime pas dire qu'on est éco-anxieux. Moi, je trouve que c'est un faux truc, en fait, de dire éco-anxieux, parce que pour moi, en fait, on est éco-réaliste. En fait, dire aux gens, vous êtes éco-anxieux, c'est leur dire, ah putain, mon pauvre, il faudrait que tu ailles chez le psy, t'as un problème à régler. Alors qu'en fait, le problème, il vient pas de la personne. Le problème, c'est justement, c'est ce qu'on fait, enfin, ce qu'on ne fait pas pour avancer sur la problématique climatique. Et donc, moi, je préfère largement parler d'éco-réalisme chez les gens qui sont anxieux. Et je me dis, les gens qui sont anxieux, c'est très bien, soyez anxieux. Et rejoignez-nous, lisez Climax, parlons-en. Par contre, c'est les gens qui sont pas du tout anxieux, qui s'en foutent. Moi, j'appelle ça les éco-je m'en foutistes. Et je pense que c'est eux qui devraient peut-être aller chez le psy ou en tout cas régler un problème parce que c'est quand même absurde de se dire qu'on voit des catastrophes tout le temps. Tu vois, aux infos, là, il y a eu l'Espagne, il y en a régulièrement, il y a des feux de forêt tous les étés. C'est absolument... Enfin, c'est absurde. Et ne pas s'en soucier et finalement se dire, ah oui, ok, il y a ça, mais moi, je vais continuer ma petite vie tranquille. Ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est ça qui est pathologique, en fait. Évidemment, chez Climax, j'imagine, vous suivez la COP. C'est ta combienième COP, toi, Dan? C'est ma combienième COP, c'est quoi? C'est peut-être ma... Depuis que je m'y intéresse, tu veux dire, au sujet? Oui, non, parce que a priori, tu n'y es pas physiquement, donc oui, depuis Non, que tu t'y intéresses. j'ai jamais été à la COP, mais je dirais que je m'y intéresse vraiment. Je vais être très honnête, hein, ça fait pas si longtemps que ça fait depuis 2020, tu vois. Donc, par exemple, la COP de 2015, qui est celle des accords de Paris, de l'accord de Paris, je m'y intéressais, enfin, j'avais dû voir passer le truc aux infos, mais je m'y intéressais pas plus que ça. Ça fait que quelques années que je m'y intéresse. Et là, évidemment, ça fait quelques années vraiment qu'on essaie d'en parler aussi dans Climax, même si on n'est pas tout le temps rivé sur l'actualité. C'est évidemment un sujet dont il faut parler et qui fait aussi beaucoup débat en ce moment. La COP 29, donc celle qui se déroule en ce moment, elle a lieu à Bakou en Azerbaïdjan. Ouais. Ça a quel sens une COP dans un pays comme l'Azerbaïdjan? C'est un truc qu'il faut questionner en fait. C'est vrai que là, malheureusement, cette COP 29 commence un peu mal parce que en fait, le président Aliyev, donc le président de l'Azerbaïdjan, il a commencé avec un grand discours. Il a dit le pétrole, c'est un cadeau de Dieu, et donc il met ça en même temps. Voilà, le pétrole, le gaz, c'est au même niveau que lui dit que le soleil et que le vent. Alors qu'on sait qu'évidemment, ça n'a rien à voir et que finalement, il faudrait réduire, si ce n'est arrêter au plus vite, l'extraction et l'exploration pétrogazière. Donc ça commence mal. Ça commence finalement presque par des propos climato-sceptiques. En plus de ça, il y a eu des magouilles qui ont été révélées. Il y a le directeur général de la COP qui apparemment est en discussion pour des accords pour vendre des énergies fossiles. Donc ça commence plutôt mal et on se dit objectivement, est-ce que c'est une bonne chose d'y aller ou pas? Macron n'y va pas, le président américain Joe Biden n'y va pas. Il y en a plein qui n'y vont pas. Après, moi, j'aurais quand même tendance à dire que c'est dommage de ne pas y aller, parce qu'en fait, il faut s'imaginer la COP un peu comme une réunion de copropriétaires, en fait, dans un immeuble. Et en fait, il faut être là pour défendre en fait son bout de gras, parce que si on le fait pas pour nous, avoir à payer les frais d'entretien de l'ascenseur. Exactement. Et alors, malheureusement, ça implique aussi, comme dans une réunion de copropriétaires, ça fait que c'est un gros bordel. C'est-à-dire que tout le monde veut défendre son truc et dire, ah bah non, mais moi, je vais pas payer pour ça. Moi, je paye pas pour la cave parce que moi, j'y vais jamais. Et donc, c'est exactement ça. Mais le fait de ne pas y être, ça aide pas. Et justement, je pense qu'il faut se positionner et prendre peut-être le lead sur la diplomatie climatique. Et c'est ce que, selon moi, devraient faire les dirigeants européens qui sont conscients, parce que malheureusement, en face, il y a quand même plein de gens qui sont climato-sceptiques. D'ailleurs, autre grande absente de cette COP, ce sera notre ministre de la Transition énergétique. C'est quel signal envoyé, ça ? C'est un peu la même chose. Alors, c'est comme pour Emmanuel Macron. Alors après, il faut savoir aussi qu'il y a une situation tendue entre la France et l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan est dans un conflit armé avec l'Arménie. Et donc, forcément, alors la France a pris position pour l'Arménie. Donc, déjà, il y a eu des antécédents. Et depuis quelques temps, en Azerbaïdjan, on a fait des choses contre... Enfin, en tout cas, on s'est moqué publiquement de la France. On a viré les diplomates français qui étaient là. Donc, c'est une situation qui est tendue. C'est triste, finalement, aujourd'hui, de se dire que c'est le climat qui en pâtit. Alors évidemment, un conflit armé, c'est extrêmement grave et c'est la priorité absolue de régler ça. Mais malheureusement, le fait que le climat en pâtisse, c'est pas une bonne chose non plus, parce que on sait bien que si on laisse la question climatique de côté, en fait, il y aura de plus en plus de conflits. Donc il faut s'y intéresser et il faudrait idéalement y aller. Mais est-ce que c'est pas toujours le cas finalement que le climat soit l'instrument de tractation politique, puisqu'on parle du climat et on utilise
utilisent le climat uniquement à des fins politiques. Donc au final, c'est tout le temps ça qui pâtit. Oui, malheureusement, le climat est utilisé aujourd'hui à des fins de négociation, ça c'est sûr, et c'est difficile en fait de se dire qu'en face, il y a des vraies catastrophes qui arrivent, il y a des vrais champs qui sont soit en train de mourir, soit, typiquement, on a vu les inondations à Valence, c'est des gens qui perdent leur maison, c'est des gens qui décèdent. En fait, la réalité est là, et puis d'un autre côté, il y a des hommes politiques qui font de la négo, quoi. C'est un peu compliqué et on se dit en fait, est-ce qu'on pourrait pas prendre ce problème plus à bras le corps? Alors évidemment, voilà, comme je disais, c'est compliqué parce que chacun défend tout d'abord son bout de gras, son terrain, son pays, quoi. Très concrètement, il se passe quoi pendant une COP? Ça dure donc 2 semaines. Mhm. C'est quoi? C'est des réunions, des débats, et quel type de décision on y prend? Alors, les décisions principales qu'on prend, c'est des décisions financières. En fait, c'est vraiment, il faut se dire qu'on décide d'investissement, d'argent qu'on investit ou pas. Et c'est principalement ça, parce que il est question d'argent. D'une part, pour les pays qui sont qui sont riches, qui polluent beaucoup, ces pays-là doivent faire leur transition, la continuer pour certains. Pour ceux qui l'ont déjà amorcé, il faut qu'ils la continuent, qu'ils le fassent plus. Et donc l'idée, c'est que ces pays-là, comme l'Europe, comme un petit peu aussi les États-Unis, que ces gens-là viennent et disent regardez, moi je vais faire ça, je vais faire tels efforts, je vais investir tant et tant de milliards dans la transition. Et pour les pays qui n'ont pas forcément les moyens, les pays en voie de développement, il faut s'accorder sur des sommes qu'on va collectivement payer pour qu'eux aussi fassent leur transition. Parce que, évidemment, les pays en voie de développement, il y a tout intérêt à ce qu'ils ne fassent pas la même chose que nous, ce qu'on a fait dans les années 80, 90, c'est-à-dire être full pétrole, full gaz. Il faut aussi qu'ils fassent leur transition alors qu'ils n'en ont pas forcément les moyens. Et justement là, ils sont en train de discuter de centaines de milliards. Donc la question, c'est 116 milliards par an, donc 116 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement. Évidemment, les pays riches disent c'est beaucoup trop cher, c'est pas possible. Moi, j'aurais tendance à dire finalement, quand on anticipe les catastrophes que ça pourrait être si on ne fait pas tout ça, ça serait bien plus cher. Et c'est un peu dommage finalement. On en revient aussi au fait que souvent les politiques en fait pensent à l'électorat tout de suite. Ils se disent non, si je prends telle décision, on va pas me réélire dans 6 mois, on va pas me réélire dans 1 an. Et c'est des décisions sur le long terme. Parce qu'évidemment, on ne va pas voir les conséquences tout de suite, mais si on donne de l'argent aux pays en voie de développement pour qu'ils fassent leur transition, pour qu'ils fassent de vrais changements structurels pour leur adaptation, eh bien en fait, on va quand même réduire le risque au niveau global. Et on le voit très bien lors de cette COP, il y a vraiment des voix très conservatrices qui s'expriment sans se cacher derrière des réticences de façade, mais des refus clairs, nets, et ces prises de parole où on va davantage louer les énergies fossiles avec un vrai refus de mettre de l'argent pour aider les pays en voie de développement ou pour soi-même faire des efforts, notamment Giorgia Meloni, la dirigeante italienne qui a pu dire qu'il n'était pas question pour elle d'abandonner ces énergies-là et qu'elle préférait se concentrer sur l'inflation, etc. Bien sûr, ouais. Est-ce que vraiment il y a un tournant? Est-ce que c'est plus clair qu'auparavant, ces voix-là et ces discours-là? Pour moi, il y a vraiment 2 camps aujourd'hui. Il y a ceux qui essayent de faire quelque chose. Alors, des fois, ils n'essayent pas complètement. Des fois, il y a un peu de greenwashing. Des fois, ils disent, mais ils font pas autant qu'ils devraient. Mais il y a quand même, on va dire, un camp où on est conscient de la problématique et on essaie d'y aller. Ça, c'est l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est la France. Malgré, évidemment, qu'on ne fait pas exactement tout ce qu'on devrait. Et puis, il y a le camp, aujourd'hui, de plus en plus fort, des gens qui disent, non, mais en fait, le changement climatique, je m'en fous. C'est un scam, c'est des conneries. C'est pas du tout le problème. Et là, on a des gens comme Trump, on a des gens comme Javier Milei, le président argentin, on a des gens comme Giorgia Meloni, qui en fait sont et qui assument à 100% le discours climato-sceptique et qui vont clairement vous dire en fait c'est pas du tout le problème aujourd'hui, on s'en fout complètement, quoi. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément, en tout cas ça donne pas trop espoir. C'est difficile de continuer à y croire, mais il faut continuer à y croire. J'en suis persuadé. Tu l'as cité à l'instant, l'élection de Donald Trump, la réélection de Donald Trump comme président des États-Unis. Trump qui n'est pas un très grand militant écolo. Est-ce que ça pèse un peu sur cette COP-là?
Ça pèse en général parce que l'élection de Trump envoie un mauvais signal au niveau mondial, parce que c'est quelqu'un qui a été élu encore une fois, sur des propos climato-sceptiques. Il l'a dit clairement, le changement climatique, c'est un scam. Et puis, il a dit... C'est quoi un scam? Un scam, c'est une fake news, quoi. Tu vois, C'est quoi une fake news? Arrête de parler en anglais. Pardon, c'est faux, c'est une fausse info. Voilà, pardon, tu as raison, il faut le dire en français. C'est une intox. C'est une intox, exactement. Il a dit ça. Trump, c'est quelqu'un qui aussi pendant sa campagne, il a dit moi, dès que je suis élu, vous savez ce qu'on va faire, on va drill baby drill. Alors ce n'est pas un refrain d'une chanson de rap, parce que c'est un peu comme ça qu'on a l'impression que c'est ça, mais non, drill baby drill, c'est justement une punchline. Bon, c'est vrai que Trump, on peut pas lui enlever, c'est un punchliner. C'est une punchline qui veut dire on va forer. Baby, on va forer. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va être full pétrole, on va recentrer la production énergétique américaine sur le gaz et le pétrole, et on sort de l'accord de Paris, parce que ça, on s'en fout. Alors l'accord de Paris, comme tu sais, c'est un accord qui a été signé en 2015 par tout un tas de pays qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de façon à limiter l'augmentation globale du monde à plus 1,5, voire 2 degrés maximum. Et lui, il a clairement dit, non, moi, l'accord de Paris, je m'en fous, je sors. Il a aussi annoncé qu'il allait abroger, je crois, plus de 100 lois que Biden avait fait. Donc Biden avait quand même fait des choses, notamment le Inflation Reduction Act. On parle beaucoup anglais On parle un peu trop anglais, mais qui est aussi quelque chose que Biden a fait qui est plutôt bien, dont le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre des Américains de, je crois, 30%, 30 ou même 40% d'ici 2030. Donc tout ça, en fait, lui, il est dans une posture de dire, en fait, tout ça, en fait, on s'en fout. C'est pas du tout la question, et on va aller sur d'autres sujets. On va forer du pétrole, on va faire du fracking, parce qu'en fait, le pétrole, on n'arrive plus à le forer tranquillement, donc il faut faire du fracking, donc aller forer encore plus profond. Ça coûte d'ailleurs des fortunes, mais c'est pas grave, on le fait. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question initiale, c'est un mauvais signal pour le monde entier, pour la COP aussi. Mais malgré ça, je pense qu'il faut quand même, nous Européens, continuer à se dire que, en tant qu'Européens, on a une puissance d'influence. En fait, on a une sorte de soft power intellectuelle qui pourrait pousser certains à peut-être nous suivre, je sais pas, peut-être certains pays en voie de développement, s'ils voient que l'Europe est unie sur cette question-là, ils pourraient aussi se dire, ah ouais, ok, en fait, Trump, il raconte vraiment n'importe quoi, et moi, je vais suivre les Européens. La COP, donc, il y a des décisions qui vont être prises, mais à quel point c'est contraignant? Est-ce que moi, je peux dire, ok, je vais payer 200 milliards pour telle transition vers une énergie plus verte? Est-ce que ça va me contraindre dans le futur, ou est-ce que c'est juste déclaratif? L'accord de Paris, tu l'as dit, c'est un traité qu'ont signé des gens qui se sont donc engagés à faire quelque chose, mais à la COP, ce qui en ressort, c'est quoi? C'est pareil, c'est des engagements, donc en fait, c'est comme dans la vie, en fait, on peut s'engager à faire quelque chose, et puis finalement, en fait, un an après, on se dit, ah bah oui, mais en fait, finalement, ça me va pas, et tu peux revenir sur ce que tu as dit. Après, généralement, quand tu t'engages, bon, quand même, ça met un tout petit peu ça te met un peu, tu te dis, ok, je me suis engagé, il faudrait idéalement que je le fasse. Généralement, après, tu vas aussi faire un plan, c'est-à-dire tu te dis, ok, on va investir tant, par exemple, si c'est pour toi-même, pour ton pays, de te dire, ok, nous, on va investir tant de milliards pour la transition énergétique, par exemple, tu vas normalement faire un plan, une planification, de dire, ok, on va changer l'industrie comme ça, on va changer l'agriculture comme ça. Donc, a priori, c'est quand même plutôt un bon signal, mais malheureusement, non. Comme on le voit avec Trump, ça peut changer, et les gens peuvent faire l'inverse de ce qu'ils ont dit ou ce que leur prédécesseur a pu dire. Donc, dans l'écologie, il y a la COP, par exemple, les belles grandes promesses entre dirigeants. Puis, il y a nous, simples humains, avec nos petits gestes du quotidien. On trier ses déchets, arrêter l'eau quand on se brosse les dents, pas prendre l'avion, acheter des trucs en fripe. Ouais. Mais tout ça, on peut se demander parfois quel poids ça a quand les politiques font des grands déplacements en avion pour aller de Rennes à Paris. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre ce paradoxe? Est-ce que nos petites actions du quotidien, ça compte vraiment ou pas? C'est évidemment compliqué, et le truc principal que moi je dis toujours quand on me pose cette question, c'est que je dis qu'il ne faut pas se flageller, il ne faut pas trop se culpabiliser au niveau individuel. En fait, il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un monde où on vit dans une dissonance complète. Là, en venant en métro, j'ai vu dans le métro des pubs pour prendre l'avion pour aller je ne sais où. Et en fait, finalement, ça, on est
constamment, en fait, on a des incitations à la consommation, constamment. C'est comme si, moi je me dis toujours, c'est comme si on était dans une salle de classe et on te dit, fais ce devoir-là, mais par contre, on va mettre la musique à fond et on va te mettre des écrans partout. Et on te dit, par contre, non, mais concentre-toi, en fait. Tu vois, donc c'est a priori quand même très compliqué. Donc, de ce fait, il ne faut pas se flageller, mais maintenant, il faut essayer, je pense, de s'intéresser au sujet. Et je pense qu'il ne faut pas se dire, il y a des bons écolos, il y a des mauvais écolos. En fait, il faut juste se dire, déjà, celui qui s'intéresse, c'est déjà un premier pas. Celui qui s'intéresse, qui va se dire, OK, comment est-ce que je pourrais un peu changer? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et après, la deuxième étape, c'est essayer de comprendre les ordres de grandeur. C'est pas évident parce que régulièrement, moi, il y a des gens qui me disent, ah bah oui, mais moi, je trie mes déchets, mais par contre là, j'ai pris 3 fois l'avion cette année. Donc je leur dis, bah écoute, je suis pas en train de te juger en fait, mais par contre réfléchis à l'impact de ce que tu fais et peut-être qu'il faudrait mieux essayer de un peu moins prendre l'avion et peut-être les déchets, évidemment, c'est très bien de les trier, mais t'as pas non plus, enfin voilà, mets un peu plus ton énergie sur les trucs vraiment importants. Et après, il faut arriver à composer avec tout ça. Et je pense que ce qui est important, en fait, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul. Et en fait, il faut qu'on arrive à engager les potes. Parce qu'en fait, être écolo tout seul dans son coin, franchement, c'est vraiment, je pense, très relou, quoi. C'est comme être végétarien tout seul dans son coin. Exactement. T'es le seul à pas manger de viande au resto et tout le monde... Exactement. Dévore des gros steaks à côté de toi. Et c'est relou. Et en fait, ce qu'il faut, c'est être un peu le petit punk écolo de la bande. Il faut que tu essayes de, si toi-même tu t'intéresses au sujet et que tu te dises, bah en fait, je commence à m'intéresser, je suis convaincu qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut agir pour l'écologie, bah essaye de convaincre tes potes sur des petits trucs et essaye d'embarquer les autres. Parce que évidemment, si tout le monde part de ta bande de potes en avion et que toi tu restes tout seul, ça ne sert à rien. Mais par contre, si tu arrives à dire à ta bande de potes, ok les gars, en fait cette année on va pas partir en Thaïlande, on va partir, j'en sais rien, dans le sud de la France ou en Espagne, on va y aller en train, ça va être nickel, et on va se faire des bêtes de vacances. Bah en fait ça c'est déjà, tu vois, ça, c'est déjà un truc quoi. Bah pour finir, avant qu'on se quitte, une question, je pense que tout le monde veut savoir. Du coup, dans ces petits gestes du quotidien pour préserver la planète et le portefeuille, t'es plutôt team pas de clim en été ou pas de chauffage en hiver? Moi, je suis team, idéalement les deux. Après, encore une fois, idéalement les deux. Il faut choisir. Il faut choisir là. Bah, non, mais dans un monde idéal, il faut que tu aies un appart ou une maison où tu n'as pas besoin. Et ça, c'est un peu c'est ça le turfu. C'est quand tu as ton appart ou ta maison où justement, tu n'as pas besoin de mettre de chauffage ou tu n'as pas besoin de mettre de clim. Ou en tout cas, très très peu. Après, franchement, moi, je suis plutôt team... non, je pense que je suis plutôt team pas de clim en été. Dan Gezelhart, team pas de clim en été. En même temps, je pars pas en été dans des endroits, en vacances dans des endroits très chauds, donc c'est peut-être pour ça, tu vois. Si je partais dans un endroit hyper chaud, peut-être que voilà. Mais je résous le truc en me disant, ok, je vais pas partir en vacances en fait au soleil, je vais partir en vacances dans le nord, et donc là, pas besoin de clim. Et pas besoin de prendre l'avion. Exactement, c'est parfait. Pas de clim en été donc pour toi. Dan Gezelhart, cofondateur de Climax, une très belle revue papier et une très chouette newsletter. Tu sais quoi, c'est hebdomadaire Climax? Ouais, je fais un peu de promo. C'est une newsletter hebdo, c'est un magazine, enfin un fanzine, une revue trimestrielle que vous pouvez commander sur shop.climaxfanzine.fr. Merci beaucoup pour ce placement de produit. Et encore merci Dan Gezelhart d'avoir été l'invité de 15 cette semaine. Très bonne journée. Merci beaucoup Sarah Lou.